Alors pour lancer la discussion, moi j'ai noté pas mal de questions, mais une des questions que je me pose, surtout après tout ce qui vient d'être dit, c'est, là vous nous avez parlé tout à l'heure de tout le rôle que joue cette épigénétique chez les abeilles. J'imagine que c'est le cas aussi chez d'autres êtres vivants, chez l'homme comme on l'a évoqué, et tous les perturbateurs dont on parlait ce matin, les perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans l'environnement, ont un impact non seulement sur notre santé, mais sur ces êtres vivants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on commence à étudier ou qu'on voit ou qui a été prouvé et où? Alors je ne sais pas si quelqu'un veut déjà commencer à répondre là-dessus. Enfin, voilà. Non, je ne suis pas du tout un spécialiste des perturbateurs endocriniens, donc je ne peux pas vous dire. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un sentiment que c'était négatif, l'épigénétique. Ce n'est pas négatif du tout, hein. Au contraire, le plus souvent c'est très positif. C'est une protection, c'est-à-dire que même pour les femmes hollandaises, c'était une protection de la femme et que le fœtus n'aille pas tout pomper. Donc il ne faut pas voir l'épigénétique comme quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui régule et qui permet de répondre à une situation qui n'est pas la situation habituelle. Oui, oui, je vous laisse compléter. Oui, je voudrais répondre à cette question parce que je pense que quand j'ai parlé des adaptations prédictives, ça prouve justement que c'est plutôt vertueux. C'est-à-dire que, par exemple, les campagnols, ils s'adaptent à la saison à laquelle ils vont naître. Et en fait, quand le fœtus est mal alimenté in utero, en fait, il s'adapte pour faire face à un environnement attendu de restrictions alimentaires et pour justement survivre. Il se trouve qu'on est dans des civilisations occidentalisées où ce n'est pas le cas, qu'il y a plutôt pléthore d'alimentation. Mais ces effets secondaires sur la santé de l'adulte observés par exemple en cas de retard de croissance intra-utérin sont moins marqués dans les pays où le niveau économique est plus faible et où l'accès à l'alimentation riche est plus limité, on va dire. Donc effectivement, au départ, c'est plutôt vertueux comme effet. Je rebondirais bien volontiers sur cette thématique-là, d'autant qu'il y a beaucoup de jeunes. Oui, je voulais rebondir sur cette thématique-là, d'autant qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est la responsabilité qu'on a quand on sait effectivement l'importance de l'environnement. Et quand tu nous racontes effectivement que cet environnement, il va conditionner quelque part l'état de santé à l'âge adulte des enfants qu'on peut porter quand on est jeune, eh bien, ça nous pose beaucoup de questions. Alors effectivement, c'est plutôt vertueux, mais j'aimerais justement t'embarquer un petit peu sur peut-être une façon je dirais, de faire en sorte que les générations à venir soient en meilleure santé. On voit là qu'on a quelque chose de plutôt vertueux, c'est-à-dire que quelque part, si notre environnement est plutôt favorable, eh bien, quelque part, on aura peut-être des gens qui, 50 ans, 60 ans plus tard, seront peut-être moins malades. C'est d'ailleurs un petit peu ce dont tu as parlé, c'est-à-dire les 1000 jours. Donc voilà, je pense que c'est... Mais peut-être que tu ne seras pas la seule à intervenir là-dessus. Donc on peut effectivement se renvoyer la balle, puisque toi, en tant que nutritionniste, c'est la vie safe, comme on dit, quand même. C'est-à-dire, déjà, c'est sûr que l'environnement, on a du mal à agir. Peut-être à notre échelle, on a l'impression qu'on fait pas grand-chose, mais en réalité, si chacun se met à réfléchir à ce qu'il produit, notamment comme impact de carbone, etc., on peut peut-être arriver finalement à diminuer. Et puis, de façon plus personnelle, qu'est-ce que je mange ? Est-ce que ce que je mange est finalement sain pour mon organisme, quel que soit l'âge ? Et ça, je pense que Régis, tu peux tout à fait en parler. Ne pas fumer, ne pas boire, évidemment, ou en tout cas de façon raisonnable, parce qu'on est quand même dans un pays où on produit du vin, mais on n'est pas obligé de consommer à outrance. Voilà, c'est avoir raison garder pour tout, et surtout être critique par rapport à ces pratiques. Qu'est-ce que j'achète ? Qu'est-ce que je mange ? Est-ce que je bouge ? Est-ce que je fais du sport ? Vous êtes jeune. Est-ce que je prends une voiture ? Ou pourquoi j'irai pas à pied ? Ou pourquoi j'irai pas en vélo ? Enfin, c'est tout ça, en fait, c'est de s'interroger à chaque étape de son quotidien, pratiquement, de savoir est-ce que là, je suis plutôt en train d'engranger des éléments pour une bonne santé, ou est-ce que finalement je suis en train d'en perdre ? Et là, encore une fois, ça se joue effectivement tôt dans la vie, à l'âge pédiatrique, et je pense que Régis, autant que moi, t'es impliqué aussi sur tous ces éléments, en fait.
Bien sûr, et si je posais ça, c'est pour toi, mais c'est peut-être aussi pour vous les jeunes. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous-même, c'est déjà... On sait qu'actuellement, il y a des tas de... Dans vos choix de vie, dans vos choix alimentaires, peut-être vos choix d'activité, vous avez peut-être aussi conscience de ça. Alors peut-être vous avez conscience de ça pour votre santé à vous, mais sachez que vous en avez peut-être aussi conscience, et peut-être n'êtes-vous pas conscient que ça pourra avoir un effet positif sur les enfants que vous aurez un jour. Alors oui. Les jeunes, vous êtes conscients de tout ça? Vous pouvez développer, hein, si vous voulez. Je voudrais revenir, je crois que c'est une de vos images sur Darwin et Lamarck et l'image des girafes. Vous savez que donc Darwin disait que si les girafes ont un long cou, c'est parce que toutes celles qui avaient des petits coups sont mortes parce qu'elles ne pouvaient pas brouter aux arbres. Et Lamarck disait l'inverse, il disait pas du tout, si les girafes ont des longs coups, c'est parce qu'elles ont progressivement, à cause de l'environnement, été conduites à avoir des longs coups pour brouter aux arbres. Et donc on arrive à deux théories qui sont des théories qui sont en fait tout à fait complémentaires avec la génétique d'un côté et l'épigénétique de l'autre. On voit très bien comment maintenant on peut mettre les deux en face. Exactement. Ma question, je me retourne vers toi Marc, c'est qu'au fond, est-ce qu'il y aurait aussi un déterminisme génétique à pouvoir être ou accepter certaines formes d'épigénétique. Autrement dit, est-ce qu'on a eu une sélection de l'un par l'autre? Alors, je ne sais pas si c'est une acceptation d'épigénétique, mais ce qui est sûr, et j'en ai pas parlé, ce n'était pas le sujet, mais c'est qu'on est tous différents, ça je l'ai dit, et qu'en fait, il faut être un peu positif, parce que là, on s'autoflagelle en disant, là, les pesticides, le machin, etc., la vie, c'est pas que ça, il faut que ce soit aussi du plaisir, la vie. Et ce qui est très important, c'est que vis-à-vis de tous ces problèmes d'obésité, de diabète, etc., on n'est pas du tout égaux dans la vie. Il y en a qui peuvent boire plein d'alcool et qui n'auront jamais de cirrhose, et d'autres qui boiront la limite de 120 millilitres et qui auront une cirrhose, alors que quelqu'un qui aura pris 10 fois le volume n'en aura pas. Donc, et c'est tout l'enjeu de la médecine dite de précision qui est en train de se développer, c'est d'analyser tous les facteurs possibles génétiques de manière à, pour chacun, savoir celui qui a plus de risques ou pas plus de risques. Et donc, parmi ces éléments, il y a bien sûr notre terrain génétique qui est... Il ne faut pas oublier qu'en fait, nous, si on est comme ça, c'est qu'on a hérité de nos parents. Et il y a un domaine, moi, il y a 30 ans, j'aurais dit aux étudiants, s'il y a bien un domaine où la génétique, ça ne sert à rien, c'est l'infectiologie. C'est une connerie monumentale. Ce n'est pas vrai du tout, au contraire. La génétique est absolument fondamentale. Il y a par exemple, pour le sida, par exemple, il y en a qui ne seront jamais infectés par le HIV. C'est ceux qui ont un récepteur CCR5 qui est cassé. C'est le récepteur qui permet au virus de se fixer. Et donc, quand on a ça, on est protégé. En France, la maladie génétique la plus fréquente, c'est la mucoviscidose, avec une mutation d'LTF508 qui représente 70% des mutations, et dans la salle, il y a au moins une dizaine de gens qui l'ont. Et ça résulte de quoi? Ça résulte vraisemblablement du Moyen-Âge, où à l'époque, quand il y a eu des épisodes de choléra et de salmonellose, le fait d'être hétérozygote, comme c'est une maladie récessive, on n'est pas malade quand on est hétérozygote. Le fait d'être hétérozygote protégeait, et tous ceux qui ne l'étaient pas sont morts, les gens qui n'avaient pas la mutation. Et ceux qui ont survécu, c'est ceux qui l'avaient. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. Si vous êtes là, c'est que vos parents ont survécu, que vos arrière-grands-parents ont survécu. Et s'ils ont survécu, c'est parce qu'ils avaient des choses qui protègent et qui permettent de mieux réagir. Les bactéries, quand vous mettez des antibiotiques, il y en a toujours une qui va s'en sortir. Et vous pouvez imaginer l'antibiotique que vous voulez, il y en aura toujours qui vont survivre. Donc je pense qu'il ne faut pas être que pessimiste et il faut penser aussi à rechercher tout ce qui va permettre de prévoir ce qui peut vous arriver et de faire attention à ce à quoi vous êtes fragile. C'est-à-dire que si vous avez un risque de maladie cardiovasculaire, bien sûr, il faudra faire attention à l'alcool, au tabac, beaucoup plus, ou au sel, par exemple, et à l'hypertension, que si vous n'avez pas ce problème-là. C'est très injuste. Hein. Il y en a qui ont des hypercholestérolémies. Moi, la première fois, on m'en a fait une cholestérolémie, j'avais peur parce que je me disais, oh là, je suis gros, si je vais crever le plafond. Pas du tout, elle est rase-motte, très très bas. Donc, il y a une injustice totale. Hein. Donc, et on est tous différents. Et l'épigénétique s'ajoute à la génétique
en se contrebalançant ou autre. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'il y a l'épigénétique qui agit, et quels sont les canaux par lesquels ça passe, mais pour chaque problématique, on n'est pas capable de dire ce qu'il faut faire, pas faire, ce qui va être important et pas important, parce qu'on n'a pas assez de connaissances aujourd'hui. Et c'est l'accumulation des séquences du génome humain, de toutes les données de santé qui vont être dans les big data, dont on espère que la synthèse va permettre de dire, ben voilà, avec tel profil, il faut faire attention parce que ça c'est plutôt dangereux, alors que tel autre profil, c'est pas dangereux. Il y a un exemple que je donnais à mes étudiants qui est pour très génétique, mais je mesure 1m88, je ne me considère pas comme une difformité de la nature, je suis certes dans la partie plutôt forte de la courbe de Gauss, mais à peu près normal. Si j'achète une petite maison construite sous Louis XIV, époque à laquelle la population, la taille normale, c'était 1m50, les portes sont à 1m60, bon, bah, il est évident que je me cognerai, alors que quelqu'un qui mesure 1m50, il ne se cognera jamais. Donc ce qu'il faut, c'est être capable de savoir, est-ce qu'on est dans ceux qui vont être malades ou ceux qui ne vont pas être malades? Bon, la taille, c'est facile, ça se voit, mais c'est vrai pour tout le reste. Donc, est-ce qu'on a des récepteurs au cholestérol, des récepteurs aux lipoprotéines qui sont avec forte affinité, faible affinité, et ce qui permet de vraiment prendre en compte ce qui doit être pris en compte et pas se priver de tout en se disant, ben, de toute façon, en faisant la totale, principe de précaution, je m'en sortirai. C'est quand même mieux de cibler et de prendre des médicaments que ce sur quoi on est vraiment sensible. Donc, pas trop quand même d'autoflagellation très française. Merci. Pour revenir au thème de cette journée, il ne s'agit pas de craindre son environnement, mais de le comprendre et puis de comprendre aussi ses forces et ses faiblesses par rapport à lui. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, vous avez parlé des 1000 jours, vous avez parlé de cette fenêtre de 3 jours pour les abeilles par rapport à l'épigénétique. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des moments dans la vie où est-ce qu'on peut toujours agir sur l'épigénétique, même une fois qu'on est adulte? Est-ce qu'on sait déjà s'il y a des... Ou est-ce que vraiment ça fonctionne que pendant la jeunesse? Est-ce que si on conseille à nos proches, je ne sais pas, à 45, 50 ans, 60 ans, de changer de mode de vie, est-ce que ça va avoir une influence sur leur épigénétique ou... Je ne connais pas les études parce qu'en fait, on s'est beaucoup intéressé à cette programmation fétale du fait des études épidémiologiques, comme je l'ai dit historiquement, donc l'étude de la cohorte de la Dutch famine, puis après les études épidémiologiques de David Barker. Mais je pense qu'on a tous en tête des gens autour de nous qui ont changé de mode de vie et qui ont retrouvé une forme différente. Mais je pense que là, mais je n'ai pas la capacité d'en parler, c'est peut-être aussi le modèle du cancer, parce que là, l'épigénétique, elle joue à différents âges de la vie, je pense. Mais là, c'est plus mon domaine, je dirais. Donc là, je pense qu'il y a d'autres illustrations. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Moi, je voulais rebondir en disant deux choses. Déjà, le cancer, c'est demain. Donc, si vous n'avez rien à faire, surtout connectez-vous le demain après-midi sur YouTube pour voir ce qui va être dit sur le cancer. L'autre élément aussi que je retiens, pour rebondir sur tout ce qui a été présenté, qui était passionnant, et des abeilles, c'est qu'il n'y a pas non plus que l'état de santé, entre guillemets, il y a aussi le comportement, l'agressivité, comme vous l'avez dit. Et il me semble que dans les stress, qui a été dit par l'un tout à l'heure, des collégiens, la question, oui, s'il y a trop de bruit, etc., est-ce que ça peut avoir un effet? Et il me semble, alors je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être que l'un d'entre vous pourra répondre, il me semble qu'il y a aussi des modèles où un stress modifie à une signature épigénétique qui peut-être se traduit par des modifications comportementales chez l'adulte, mais qui sont peut-être même transmissibles. Il me semble qu'on a raconté, encore une fois, on a dit ça pour l'alcool, par exemple, ou pour des toxiques, mais il me semble que sur des stress importants qui modifient des tas de choses dans notre corps, on va dire, avec des tas de signalisations qui peuvent très bien avoir des effets comme ça, mais peut-être que je m'engage. Moi, je connais plutôt les modèles animaux qui sont faits sur le stress maternel, en fait, pendant la gestation. Et en fait, on voit bien qu'il y a des comportements, donc des modèles de rats, ou de toute façon, c'est les rats, parce que voilà. Et en fait, on voit des comportements... entre guillemets maternels qui disparaissent. Le leaking, donc, c'est-à-dire que sur la descendance, les femelles, par exemple, issues de ces mères stressées seront moins maternelles, etc. Donc ça s'analyse très bien. Et c'est une littérature que j'explore moins que tout ce qui est plutôt sur l'obésité, diabète, etc. Mais je pense qu'il y a des anomalies épigénétiques qui ont été mises en évidence au niveau du cerveau, effectivement, dans ces conditions.
Et donc, comme je le répondais tout à l'heure, en effet, le bruit, c'est une source de stress, hein, donc ça peut tout à fait... Moi, je me retourne vers les abeilles. Et donc la gelée royale, je crois, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais je crois qu'on est arrivé à savoir quelle était la molécule qui effectivement méthyle. Et donc, je vais vous poser une question à vous et à notre collègue à travers est-ce que le lait, quand on allaite l'enfant, est-ce que derrière, il y a des substances qui jouent un rôle épigénétique? Alors d'abord, on va passer aux abeilles. Qu'est-ce qu'on sait sur la molécule qui, dans la gelée royale, est importante pour la méthylation? Alors oui, il y a travaux d'une équipe japonaise qui avait montré que une substance qu'ils appelaient la royal lactine serait importante pour déterminer la destinée d'une larve. Malheureusement, il s'est avéré que ces travaux n'ont pas été reproductibles par d'autres équipes, donc ça arrête un peu en suspens cette question-là de l'identité de cette molécule qui serait molécule entre guillemets de la destinée d'une larve. Donc on ne sait pas encore en fait. Donc ça reste encore à déterminer. Et peut-être juste avant de passer la main, on parlait de comportement. Alors il n'y a pas aussi que chez l'abeille, mais il y a le phénomène d'empreinte chez les animaux à la naissance. Comme le canard, en fait, quand il va sortir de sa coquille, il va reconnaître sa mère et il va suivre sa mère pour toute sa vie. Il a été démontré que là, si vous remplacez l'image de la mère par un autre objet, il va développer un certain attachement vis-à-vis de cet objet. Alors je ne sais pas si derrière, c'est vrai que je ne connais pas cette littérature, s'il y a des phénomènes d'épigénétique qui entrent en jeu, mais probablement. Ce qui fait que l'individu, à sa naissance, enfin, au niveau comportemental, il va développer des attachements qui vont durer pour la vie, juste à partir d'une expérience précoce après la naissance. Ça, c'était juste pour voilà. À ma connaissance, je ne connais pas d'études qui ont montré que des substances de lait maternel avaient des effets épigénétiques, mais alors je vais ouvrir un champ dont on n'a pas parlé, qui n'est pas directement lié à l'épigénétique, mais à l'environnement. Par contre, on sait qu'il y a dans le lait de mer des substances, les oligosaccharides, qui modifient par exemple le microbiote. Et là, c'est un autre sujet, peut-être pour l'année prochaine, je ne sais pas, mais microbiote et environnement et santé pour l'avenir ou pour tout de suite, c'est aussi un sujet important. Donc ça a été bien montré. Je n'ai pas de notion d'études qui ont montré un lien direct entre une substance du lait de mer et un effet épigénétique, mais en revanche, oui, l'effet sur le microbiote, c'est très bien démontré. Des bactéries, là je me retourne vers toi Marc, peut-être sais-tu, est-ce que entre un prokaryote qui n'a pas de noyau et un eucaryote qui a un noyau, est-ce que finalement les facteurs qui vont réguler l'épigénétique ont le même accès et par conséquent le même potentiel d'épigénèse? Autrement dit, est-ce que c'est un processus évolutif finalement d'avoir un noyau vis-à-vis de l'épigénèse? Le processus évolutif pour la bactérie est infiniment plus évolué que nous. Hein. Donc, c'est difficile de comparer. Ce qui est sûr, c'est que la bactérie peut méthyler son ADN, et à la fois sur les cytosides et les adénines. Mais ça n'a pas tout à fait le même rôle. Il n'y a pas d'histone, il n'y a pas de nucléosome. C'est tellement différent que je crois qu'on ne peut pas... Et puis, je pense qu'il faut faire attention à une chose, et j'en prends conscience quand on discute là, il y a un problème de définition pour l'épigénétique, et il y a des bagarres dont tu as vu à l'Académie, on en a eu entre certains qui trouvent qu'on exagère en disant ce qu'on dit, parce que tout est épigénétique. Et donc c'est vrai, si on suit ce que dit Thomas Morgan, on part une cellule non différenciée qui est l'œuf, et puis ça va donner du foie, du cerveau, etc., Donc tout ça, c'est de l'épigénétique en pratique. D'autres disent non, ça c'est simplement de la physiologie. L'épigénétique, c'est simplement quand c'est transmis de génération en génération. Donc là, ça touche que très peu de phénomènes qui sont extrêmement limités. Et je pense que pour l'abeille ou autre, c'est de la physiologie, tout le reste. C'est de la régulation de l'expression des gènes. Et à ce moment-là, ça devient très complexe parce que tout est en cause. Et donc, on ne peut pas faire des analyses multiparamétriques qui permettent de dire c'est telle partie de l'épigénétique
c'est de la régulation de la transcription, c'est de la régulation de l'expression des gènes. Et il y a une ambiguïté qui n'a pas été encore tranchée sur est-ce que l'épigénétique, ça se limite à ce qui est transmis de génération en génération sans altération de l'ADN, ce qui était le bon titre, ou bien est-ce que c'est toute modification de l'expression des gènes en fonction de l'environnement, et que l'environnement, c'est qu'est-ce que j'ai mangé à midi, c'était très sucré, j'ai plein d'insuline, j'ai jeûné, j'ai pas d'insuline. Donc ça, à la limite, c'est de l'épigénétique, mais qui, faut l'avouer, c'est aussi de la physiologie. Hein. Donc il y a vraiment une limite à trouver pour pouvoir répondre aux questions et mettre dans une case ou pas dans une. Alors là, si c'est avec transmission, là c'est beaucoup plus limité, c'est un peu plus facile, et on connaît mieux les mécanismes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Oui, ici au milieu. Deux questions en fait. Une pour rebondir sur vos rebondissements à propos de finalement la part de l'adaptation de l'organisme fœtal à une situation qui l'environne, et puis ensuite par rapport à la part de la persistance de cet organisme après la naissance, c'est-à-dire devenu un bébé, dans d'autres conditions ou les mêmes conditions. Je prends l'exemple de l'obésité infantile, et là je rejoins le professeur Delpech qui disait « ne faisons pas de morale, ne flagellons pas », c'est-à-dire que c'est important vis-à-vis d'un enfant qui a une obésité infantile de savoir, si on savait, si on pouvait faire, peut-être dans l'avenir, quantifier la part de l'adaptation de son organisme fœtal à la nutrition maternelle et la part de, la nutrition familiale qui l'environne après la naissance. Alors si c'est, je pense que d'un individu à l'autre, d'un enfant à l'autre, ça varie beaucoup. Si c'est 90%, je dirais, avant la naissance et 10% pendant sa croissance, on ne peut pas tenir le même discours sur son comportement alimentaire que si c'est l'inverse. Et donc, je crois que c'est un progrès considérable que de pouvoir quantifier ces deux parts respectives. Oui, alors, en pratique, on ne peut pas le faire. J'ai bien insisté, et ça reprend ce qu'a dit le professeur Delpech, c'est que tout le monde ne va pas avoir les mêmes conséquences d'une exposition. Et je vous l'ai dit, à la fin, c'est un risque statistique. C'est un risque multiplié par 2, 3, 4, selon l'exposition, mais ce n'est pas 100% des personnes qui vont être exposées, par exemple, au diabète maternel in utero, qui vont développer un diabète de type 2, que sais-je, ou une obésité. Donc, c'est un risque. En fait, comment est-ce que moi je l'intègre dans ma pratique finalement? Parce que, comme vous dites, je suis incapable de savoir quelle est la part de la génétique, de l'épigénétique. Eh bien, c'est d'être prudent et d'avoir une attention particulière à la nutrition et à la croissance de ces enfants dans la première année de vie. Et d'une façon générale, première année de vie après, moi je les vois plutôt petits. Après, c'est mon collègue qui les voit plus grands. Très simplement, je vous dis, vous voyez, ce matin, je n'ai pas pu venir parce que j'étais en consultation d'un enfant qui a été hospitalisé en période néonatale et qui est sorti avec un régime enrichi. C'est-à-dire que dans son lait, on lui rajoute du gras, du sucre, parce que probablement, il ne mangeait pas très bien au début. Puis pendant 3 mois, il n'a pas été vu. Et là, je le retrouve avec un enfant qui est obèse à 4 mois ou 5 mois. Donc là, terminer l'enrichissement. J'explique à la maman, il faut qu'on freine cette croissance excessive parce que, en arrière-pensée, je me dis, il a un risque peut-être augmenté du fait de trop grossir les premiers mois pour l'avenir. Mais c'est statistique, si vous voulez. Mais je garde une attention particulière sur la vitesse de croissance des premiers mois, et donc en particulier de ces enfants qui ont pu être exposés in utero. Et surtout, nous, on suit surtout les petits, ceux qui ont un retard de croissance intra-utérin. Donc on fait attention à la vitesse de rattrapage dans la première année. Mais pour le moment, c'est ce dont on dispose. Peut-être que dans l'avenir, on aura des outils plus performants pour... voilà. Mais je rappelle, c'est un risque statistique, c'est-à-dire c'est pas 100%, hein, parce que effectivement, la génétique est différente selon les individus. On ne va pas réagir à la même chose sur une agression environnementale. Je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, parce qu'effectivement, pour le coup, les enfants obèses, j'en vois effectivement beaucoup, puisque c'est ma discipline. Et pour rebondir aussi sur quelque chose qui a été soulevé tout à l'heure, vous avez face à vous des scientifiques et vous voyez quelle prudence les gens ont à dire quelque chose et avoir quelque chose qui est, je dirais, validé.
Attention, bien sûr, aux associations. Quand vous avez effectivement aussi, dans le problème de l'obésité, par exemple, difficile de dire ce qui reviendrait à une modulation, pourquoi pas épigénétique, liée à un environnement. Et effectivement, c'est l'environnement qui restera autour de l'enfant et qui, pour moi, est un déterminant majeur dans l'obésité infantile. Sachez que sur les obésités infantiles qu'on voit, il y en a à peine 5% qui correspondent à des vraies maladies. J'entends celles qui sont des histoires génétiques, endocriniennes ou autres, le reste étant une espèce de chose environnementale au sens large, où il peut y avoir des mécanismes épigénétiques, mais il peut surtout y avoir toute une dimension d'environnement. Donc je dis ça surtout pour ces jeunes. Attention, l'un d'entre vous a soulevé tout à l'heure la dimension d'association. Je crois que vous l'avez soulevé tout à l'heure, hein, Lionel, dès le départ. Association ou effet direct, causalité dans un effet, c'est extrêmement difficile à savoir. Pour nous, on travaille souvent dans des dimensions d'association et on se garde bien, on est toujours extrêmement prudent pour dire oui, c'est ça qui est responsable ou pas. On a quelques situations où on sait effectivement que cette responsabilité, parce qu'on a des modèles, parce qu'on sait les mécanismes, etc., qui permettent de le dire, mais dans la plupart du temps, c'est vrai qu'on est on est obligé d'être très prudent, donc attention à vous aussi à ne pas tirer effectivement faire des relations trop rapides entre les choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu as raison, mais quand même avec les abeilles, c'est un modèle absolument fascinant parce vous pouvez réverter des comportements avec des modifications strictement alimentaires, hein, ou des méthylantes, je ne sais pas exactement. Oui, on peut réverser les comportements, alors pas forcément alimentaires, mais avec des messages de la communication chimique, des odeurs, donc des besoins qui sont de la colonie qui sont exprimés par des odeurs. Oui, les abeilles ont une communication qui est très sophistiquée. Elles n'ont pas la parole, mais elles ont une communication chimique qui est très complexe. Il y a des dizaines de composés déjà identifiés, hein, des molécules qui sont déjà identifiées, dont on sait qu'elles ont tel rôle dans la communication, dans l'élaboration des comportements. Donc oui. Et oui, voilà. Après, pour rebondir sur les phénomènes peut-être de corrélation, voilà, les scientifiques sont un peu prudents. Oui, alors il y a toujours des phénomènes de statistiques. On fait toujours des statistiques à la fin de nos études. Enfin, de notre expérience, pour savoir ce qu'on observe, c'est le fruit du hasard, ou c'est vraiment quelque chose qui est vraiment significatif, qu'on observe plus fréquemment que le hasard. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, si vous avez un phénomène, vous avez un dé avec 6 faces, hein, mettons que 1, ce soit le phénomène que vous voulez observer. Si vous le lancez 6 fois et que vous observez qu'une seule fois la face 1, bon, ça veut dire que c'est le fruit du hasard. Hein, vous avez une chance sur 6 d'avoir ça. Ce n'est pas forcément un phénomène qui